Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci à toutes et à tous pour votre présence. Nous sommes très heureux d'être là, je vais dire pourquoi dans un instant. Mais avant toute chose, je voudrais remercier l'Institut du monde arabe et son président Jack Lang de nous accueillir ce soir dans ce lieu absolument magnifique, avec une vue magnifique. Comme vous le savez, nous sommes là dans le cadre de ce qu'on appelle un sans tabou. C'est une expression désormais consacrée pour parler d'un des aspects de la chaire Edgar Morin de l'ESSEC, dont le titulaire est le professeur Laurent Bibard, qui est parmi nous et que je salue. Et je salue aussi Thierry Tabois, qui nous soutient au titre de Orange pour cette chaire, et je salue sa présence. Et cette idée de sans tabou, c'est finalement des dialogues avec Edgar Morin et des penseurs qui souhaitent accepter cette invitation au dialogue. Et ce soir, nous sommes évidemment extrêmement heureux que Régis Debray ait accepté de jouer ce jeu. Et pour ma part, mon nom est Jean-Michel Blanquer, je suis le directeur de l'ESSEC. Je suis vraiment très heureux d'être là parmi vous tous ce soir, parce que d'abord, c'est un plaisir personnel, d'abord, je tiens à le dire, je suis entouré de deux personnes que je lis depuis très longtemps, très régulièrement. Dire que j'ai lu toute l'œuvre de l'un et l'autre serait excessif, parce que c'est quasiment impossible. Ils sont très productifs l'un et l'autre, y compris très, très récemment. Et leurs œuvres marquent déjà par leur style très particulier. Je crois que je peux reconnaître une phrase de Régis Debray dans le noir, si j'ose dire, mais aussi une phrase d'Edgar Morin. Et cette productivité, c'est la productivité de deux itinéraires que l'on pourrait opposer. Et c'est ce qui va être intéressant ce soir. On pourrait très bien faire, n'en déplaise à Edgar, un portrait opposé de ces deux pensées. Si l'on veut être schématique, certains du camp qu'on appelle parfois républicain se reconnaissent bien en Régis Debray. Le camp d'en face, qu'on appelle parfois démocrate, auquel on donne bien des noms, peut se reconnaître en Edgar Morin. Dans le domaine de l'éducation, qui est un domaine qui m'est cher, une approche classique de ce que doit faire l'école se reconnaît souvent dans ce que peut dire ou écrire Régis Debray. Une approche qui s'affiche comme moderniste selon ses partisans, comme pédagogiste selon ses détracteurs, se reconnaît plus aisément dans la pensée d'Edgar. Et eux deux ont beaucoup écrit sur l'éducation, mais ils sont aussi beaucoup écrit sur l'éducation à partir de compétences et d'un savoir qu'ils ont développé aussi dans d'autres domaines. Cette opposition, réelle ou factice, elle rend particulièrement intéressante le débat de ce soir, d'autant plus qu'il s'agit de deux personnes qui, je le dis sous leur contrôle à tous les deux, s'aiment beaucoup, s'apprécient beaucoup, et qui en réalité ont convergé plus d'une fois dans le passé, et convergeront sans doute aussi, peut-être plus sur des sujets pratiques que théoriques d'ailleurs, mais c'est ce que l'on va voir maintenant. Ils ont, comme je le disais, une actualité forte, puisqu'ils publient fréquemment. Tout récemment, Régis Debray a publié, je pense bien que c'est le dernier, sauf erreur, Madame H chez Gallimard. Pour Edgar Morin, j'ai du mal à dire parce que je ne suis pas tout, mais il se trouve que récemment, un des derniers, c'est Enseigner à vivre, mais ce n'est pas le dernier. Et donc, on voit cette amitié dans leur œuvre. D'ailleurs, parce que je note que dans Madame H, il est question d'Edgar Morin, sous un angle esthétique, il est vrai, puisque c'est la question de l'embellissement qu'il y a parfois chez l'homme avec l'âge. Et il est dit à l'une des pages que Edgar est encore plus beau aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 30 ans. Donc on sent bien de l'affection poindre dans ce propos. Mais il y a aussi dans le livre de Régis Debray une forme d'au revoir à l'histoire. Je ne vais évidemment pas parler à sa place, il va développer cela tout à l'heure, qui est aussi un bonjour à la géographie, dont on parlera tout à l'heure. Mais aussi, finalement, dans ce livre, comme dans les livres précédents, un positionnement par rapport au thème qu'a souhaité Edgar Morin ce soir, c'est-à-dire celui de la croyance politique. Ces deux mots semblent pouvoir être opposés, parce que finalement, la politique moderne est née sur une prétention de rationalité, et la croyance politique, c'est le surgissement de la passion dans le domaine du politique. Pour autant, peut-il y avoir de la politique sans passion? Peut-il y avoir de la politique sans croyance? C'est toute la difficulté, et c'est cette dialectique classique, mais toujours, et heureusement et malheureusement actuelle, entre raison et passion, qui va être l'arrière-plan
du débat que nous allons avoir maintenant sur la croyance politique. Alors, tout, comme toujours, dépend aussi de la définition que l'on donne des mots. Et donc, pour commencer, je vais demander à Edgar Morin ce qu'il entend par croyance politique et pourquoi ce sujet est si important à ses yeux. Merci. Merci Jean-Michel. Et avant même de répondre à votre question, je voudrais dire que il y a quelque chose, beaucoup de choses de commun, de commune avec Régis Debray. La chose la plus importante, je crois, c'est qu'avec un décalage historique, parce que nous ne sommes pas de la même génération, nous avons fait une expérience révolutionnaire profonde et qui a comporté croyance, foi, ferveur, etc. On en est revenu de façon différente, mais on a gardé, pas seulement ce souvenir, mais on a gardé une vision critique, parfois qui n'est pas sous le même angle, par rapport à ce qui se passe depuis, aux événements, à la politique, où nous nous retrouvons. Bon, mais ceci dit, on a des différences et des divergences. Alors, le mot de croyance, bon, d'abord, c'est un sens faible, je crois. Ça veut dire, je ne suis pas sûr. Mais, disons, quand on dit croyance politique, même dans un sens relativement faible, ça signifie quand même une adhésion intellectuelle, affective, morale, à tel parti ou tel personnage politique. Et ça peut comporter un acte de confiance, c'est-à-dire, dans cette confiance, il y a déjà l'ingrédient fort de la croyance. Et puis, nous voyons très bien que même dans nos jeux politiques actuels, quand il y a des meetings, les meetings des partisans de tel ou tel, et quand l'orateur sait leur communiquer un enthousiasme, vous avez des phénomènes de ferveur, de communion, qui évoquent des choses, bien que ce ne soit pas religieux, mais des phénomènes, enfin, on peut aussi les trouver dans des matchs de football, mais on retrouve quand même dans les matchs de football, un sentiment de communauté et d'unité. On est frères. On est frères. Et je pense que cela aussi, c'est une chose importante, parce que souvent, pour des grands mouvements politiques, il y a l'appel à la fraternité qui touche et emporte beaucoup d'adolescents. Et ce que je veux dire, c'est que, bon, une fois qu'on est dans la ferveur, on arrive à la foi. Et une foi qui n'est pas dans une religion révélée nécessairement, et d'ailleurs, la foi, la Révolution française, c'est un phénomène de foi dans les libertés, égalité, fraternité, foi dans la religion, foi à un monde libéré, un monde émancipé. Et on peut dire que, si vous voulez, que même après la Révolution française, cette idée de foi est revenue, tout d'abord dans les premiers temps des mouvements socialistes et surtout dans le communisme. Et moi, j'ai diagnostiqué depuis longtemps, puisque j'ai fait l'expérience communiste et je m'en suis détaché, et je l'ai regardé dans un livre qui s'appelle Autocritique en 1959, je dis qu'il y avait tous les caractères d'une religion de salut terrestre. Il y avait presque ça. Il y avait une apocalypse, c'est-à-dire la lutte finale, et le démon capitaliste va être terrassé, et on arrivait à la société fraternelle merveilleuse. Et puis il y avait le Messie, qui était le prolétariat, qui allait faire cette révolution. Il y avait quand même beaucoup de caractères de foi qui étaient entièrement camouflés pour beaucoup de croyants par le fait qu'ils se référaient aux textes de Marx, de Lénine, encore que ces textes, dans la foi, prenaient un caractère sacré
et intouchable, comme peuvent l'être les évangiles ou le Coran. Donc, voici une chose intéressante. Et je dirais même que, dans le fond, ce qui suscite une croyance politique de foi, de ferveur, de salut, il n'y a que, à mon avis, peut-être que Régis me contredira, il n'y a que trois instances. C'est Dieu, c'est la révolution et c'est la nation. Parce que les faits, la nation, on ne peut pas dire que c'est une croyance seulement politique, mais elle a un caractère politique parce que dans l'idée qu'on se fait de la nation ennemie, et en plus, mais donc, si vous voulez, même dans les guerres, le nationalisme a une dimension politique. Et il faut dire que quand on arrive à la foi extrême, on est capable de mourir, on est capable de tuer. Et certains, dès qu'ils sont capables de mourir, ils sont encore plus capables de tuer. On arrive à cette chose. Il faut dire que dans l'expérience du communisme aussi, il y avait cette chose, il y avait un appareil omniscient, c'est-à-dire le bureau politique, la direction du parti, elle savait tout sur l'histoire, sur le monde, elle connaissait la vérité, et même la vérité scientifique, non, la vérité philosophique, la vérité sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Et donc, il y avait on faisait partie de quelque chose, on avait, comme dirait Rimbaud, la vérité dans une âme et un corps. C'est un caractère absolu. Et il faut dire que ceci, nous avons vécu jusqu'à la fin du siècle dernier les derniers soubresauts de cette religion de salut politique, ce que j'appelle les derniers soubresauts. Ça a été les brigades rouges italiennes, ça a été ce qu'on appelle le groupe Apader avec Ulrich Meinhof en Allemagne, c'est-à-dire des groupes entièrement clos, convaincus absolument de leur vérité, faisant des attentats semi-aveugles, et tout ceci pour provoquer les étincelles qui amèneront à la révolution. Donc, alors, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, quand on prend le phénomène du Daesh ou des daéchistes, on voit très bien le changement, parce que de notre temps, on allait de la politique à une religion, sans le savoir, qui était la religion terrestre du salut, alors qu'avec le Daesh, on va de la religion à la politique, c'est-à-dire un territoire, un État, une idée qui est le califat, etc. Et donc, c'est quelque chose qui donc, nous montre à quel point il peut y avoir des allées et des allers-retours. Et j'ajoute même que le Daesh, puisqu'aujourd'hui c'est ça, il a les deux aspects. Bon, on voit surtout l'aspect de restauration, parce qu'on va restaurer la charia, on va se référer aux textes sacrés les plus fondamentaux, mais en même temps, ça a un caractère révolutionnaire, parce qu'ils disent, ben voilà, ce monde est corrompu, ce monde actuel est corrompu et dégradé, c'est pas seulement les impies occidentaux, mais même les Arabes, les musulmans, ils ont perdu et tout ça, et donc, on est révolutionnaire tout en étant restaurateur. Ils unissent ces deux aspects. Donc, si vous voulez, on est arrivé au moment où le problème de l'absolu de la croyance politique se pose dramatiquement pour nous d'une façon nouvelle, mais il s'était déjà posé dans l'histoire. Alors, je conclurai cette introduction par les mots qu'avait Jean-Michel Blanquer et qui, pour moi, caractérise ma ligne, parce que c'est vrai que pour moi, il n'y a pas... La raison sans passion est quelque chose de glacé et à la limite de fou, mais que la passion sans le minimum de contrôle rationnel
conduite au délire. Et je dirais que le problème de la croyance, parce que je pense qu'on ne peut pas échapper à la croyance, en la foi, on peut avoir foi en l'amitié, en l'amour, en la fraternité, que cette foi, enfin, personnellement, je suis de ceux qui ne peuvent pas s'en passer, mais qui disent, qui pensent qu'il faut toujours avoir le contrôle de la raison sur la passion, mais aussi la force de la passion dans la raison. Voilà. Merci beaucoup. Régis Debray, vous avez écrit sur Dieu, la politique, les intellectuels. Comment vous définissez ce problème de la croyance politique ? D'abord, mon cher Jean-Michel Blanquer, votre invitation, je ne l'ai pas acceptée, je l'ai sollicitée. Pourquoi ? Parce que un jour, à une terrasse de café avec Edgar, on se met à parler de notre passé politique. Il me parle de la guerre, je lui parle de la guérilla, et on se dit tout d'un coup, ce serait bien d'y revenir un peu. Lui, il l'a fait avec autocritique, parce qu'en fait, nous ne parlons bien que des croyances que nous n'avons plus. Quand Edgar croyait, en 1950, il était convaincu qu'il savait. Et aujourd'hui, maintenant, il sait qu'il avait cru. Maintenant, c'est difficile de conjuguer le croire à l'indicatif. Il n'y a que les curés qui le font. Les intellos ne le font pas. Surtout quand ils sont philosophes, parce que les philosophes, ils sont voués aux explications rationnelles et qu'ils prennent un air contrit ou accusateur pour évoquer leurs croyances passées. Parce que la croyance, c'est ce qui est à fuir quand on est épris, fils de Descartes, épris de rationalité. Moi, je ne partage pas du tout ce complexe de supériorité vis-à-vis de la croyance. J'ai beaucoup de respect et je suis même en dette vis-à-vis de la croyance. D'abord, je ne veux pas être un précateur, mais je ne veux pas être zélateur non plus. Je suis redevable. Et j'aime la croyance pour trois choses. Premièrement, la croyance est toujours tournée vers l'action. Ça noue un dire à un faire. Une croyance, c'est une promesse d'action. Et donc, c'est une fertilité. Et Malraux, puisque Edgar évoquait le communisme, Malraux disait, à l'époque où il croyait, le communisme soviétique a redonné à l'homme sa fertilité. Autrement dit, le sage, il reste dans son bureau, mais le croyant descend dans la rue. Premier point. Je dirais que l'incroyant, c'est le luxe des légumes. Deuxième point. J'aime et j'admire la croyance parce que la croyance est tournée vers l'autre. Un croyant fait toujours groupe, il fait corps. Il y a des communautés de croyances. Je dirais, quand on est croyant, on intègre une collectivité. Lui, il a intégré le Parti communiste, par exemple. Et d'ailleurs, quand une croyance vit de sa belle vie, disait Nietzsche, on ne sait pas qu'on croit, on fait ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on fait ce que les autres font. Et on se met à croire pour intégrer les autres. On se met à croire simplement en besoin d'appartenance. Autrement dit, il arrive même qu'on se monte le coup pour être dans le coup. C'est-à-dire que croire, c'est rentrer dans l'orchestre. Troisième point, la croyance, c'est formidable pour une autre raison, c'est que la croyance est tournée vers l'avenir. La croyance, je dirais, elle est toujours, Edgar en parlait, annonciatrice ou anticipatrice d'un futur. La croyance, ça dessert l'étau du présent. La croyance, c'est du différé. On s'arrache aux données pour parier sur un avenir. Bon, écoutez, excusez-moi, mais faire respirer le temps et vivre en position d'attente, et il n'y a pas d'attente sans croyance, c'est tout de même ce qui définit l'être humain. Et d'ailleurs, aujourd'hui,
vous remarquerez qu'on n'attend plus grand-chose, on ne prend plus beaucoup de risques, et on ne se tient plus les coudes. Nous sommes d'accord, les 3 caractéristiques du temps présent. Vous ne m'enlèverez pas l'idée qu'elles sont liées au discrédit de la croyance. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que l'effritement civique, le repliement gestionnaire et, je dirais, l'effondrement des élans utopiques, c'est tout de même lié à l'assèchement des croyances. Voilà pourquoi, sans être, je dirais, ni dévot ni crédule, je dis simplement que la croyance, c'est la politique. Je ne fais pas de différence entre la croyance religieuse et la croyance politique pour les 3 raisons que je viens de dire. La croyance politique, c'est d'abord, c'est l'espoir, c'est le groupe, et c'est l'annonce d'un futur, promesse, programme, proposition, proclamation, on est en avant. On est en avant, on est ensemble dans un mouvement, dans un parti, dans une assemblée. Bref, la croyance est un facteur commun aux religieux et aux politiques, me semble-t-il. Et d'ailleurs, quand la croyance politique n'est plus religieuse, ce qui est notre cas chez nous, eh bien, vous voyez que la croyance religieuse redevient politique. Nous sommes d'accord ? Il y a donc là quelque chose comme un facteur commun, et que quand l'un déserte le champ de la croyance, quand le politique déserte le champ de la croyance et devient cet expert comptable qui nous dirige aujourd'hui, eh bien, on voit très bien que le prophète, le gourou, quelle que soit sa religion, revient à la politique. Donc, vous me demandez ce que je crois, donc je crois qu'il faut croire. Je crois qu'il faut croire pour croître. Hein, c'est le même mot, croire, croître. En ce sens, il y a un côté très, très vitaliste dans la croyance. C'est peut-être un remède contre la mort, tout simplement. Hein, et d'abord la mort du collectif. Et donc je ne crois pas, en tout cas, qu'il y ait une coupure entre hier et aujourd'hui, qu'il y ait une coupure entre les populations du Nord qui seraient rationnelles, calculatrices, vouées au positif, et les populations du Sud qui seraient exotiques, mystiques, sous-développées. Hein. Quand vous voyez ce qui se passe dans l'Amérique du Nord d'aujourd'hui, où on a pu dire tout de même devant une assemblée lors des dernières campagnes électorales, un homme qui ne se met pas à genoux le matin ne peut pas être notre commandant en chef, dans le pays tout de même censé le plus développé, le plus technologisé, le plus scientifique, où, comme chacun sait, c'est de plus en plus la cité sur la colline, le nouvel Israël, le peuple élu, enfin, l'Amérique du Nord est évidemment en pleine, de nouveau, dans un revival sidérant et même inquiétant. Mais je pourrais dire la même chose d'Israël, de l'Indonésie, de l'Égypte. Voilà, quand en Amérique du Sud, excusez-moi, mais les pentecôtismes prophétiques, ils s'en donnent à cœur joie, même dans les pays assez aussi évolués que le Brésil. Donc, je ne crois pas qu'il y ait, si vous voulez, un passé auquel on serait arraché par le développement de l'éducation, par le développement de la rationalité marchande. Autrement dit, oui, je ne crois pas qu'il y ait une coupure entre le messianisme religieux et le progressisme politique, qui est un peu le millénarisme des athées, si vous voulez. Donc, certains disent que nous sommes sortis, que c'est la sortie de religion. Non, pas du tout. C'est une autre modalité de la croyance. Et je crois donc qu'il faut en tout cas prendre la croyance au sérieux. Voilà. On ne peut pas s'intéresser
aux établissements humains, c'est-à-dire aux associations, aux regroupements, aux nations, aux civilisations, aux cultures, si on ne déniche pas la croyance intérieure qui les structure. C'est flagrant un peu partout. Et quand plus rien ne structure, eh ben, comme on dit, tout fout le camp. Très bien, donc on a quand même là un plaidoyer pour redonner de la vitalité à la politique et à la vie collective. Que faire aujourd'hui finalement pour prendre ce qu'il y a de bon dans la croyance, dans ce que l'on vient d'entendre de la croyance, pour redonner vie au collectif? Est-ce qu'il y a des pistes pour cela, ou est-ce que nous sommes dans une impasse de la rationalité? Moi, je crois que de toute façon, enfin, en ce qui me concerne, il y a une orientation. Par exemple, moi, je pense que nous avons tous, en tant qu'êtres humains, et dans une société, quelle qu'elle soit, nous avons tous à la fois une aspiration à la réalisation personnelle, c'est-à-dire au je, à l'affirmation du je, moi, mais au sein d'une communauté, au sein d'un nous. Dès que le nous étoffe le je, ça devient un système oppressif, fanatique et totalitaire, comme nous le soyons, nous l'avons vu et nous continuerons à le voir. Et dès que le je n'a plus de nous, ça devient de l'égoïsme desséché, et à ce moment-là, là aussi, il y a une perte de substance humaine et aussi un malheur. Je pense donc l'orientation, c'est effectivement... Parce que ce qui se passe souvent, c'est que dans les religions politiques que nous avons connues ou que nous avons vécues, et y compris dans les formes actuelles de politique religieuse, il y a la tendance à opprimer le je, c'est-à-dire la pensée personnelle, la réflexion personnelle, la réaction personnelle, la morale personnelle, à étouffer le je dans un nous. Et le nous lui-même n'existant que parce qu'il y a une autorité suprême qui a la vérité et qui maintient l'unité du nous. Donc, voilà une chose, à mon avis, importante. Je veux dire aussi que dans ma conception, je dirais, dialogique ou complexe de la chose, la croyance, à mon sens, doit toujours entretenir son contraire d'une certaine façon. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu aussi bien chez Pascal que chez Dostoïevski, chez des grands croyants religieux, qui n'avaient pas supprimé en eux le travail rongeur du doute. Je pense à l'épisode du grand inquisiteur dans les frères Karamazov, je pense à Pascal qui était un lecteur de Montaigne et qui savait que vérité en dessin des Pyrénées en Orient. Et dans le fond, c'est ce combat permanent, cette lutte à corps entre la foi et le doute qui rend la chose très importante, parce que c'est déjà, je reprends Pascal, c'est dans le cas de Pascal qu'on voit la profondeur d'une pensée, parce que, par exemple, quand il dit il faut parier pour Dieu, il faut parier, et moi je pense qu'il faut parier pour ce à quoi on croit, et c'est très juste, il veut dire parce que avec la raison, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Il faut quelque chose d'autre. Alors, comme la raison, on ne peut pas avoir de preuve rationnelle, c'est vrai qu'il faut parier. Mais une fois qu'on a parié, etc. Donc, moi, je pense qu'on doit être conscient du pari. Et pourquoi? Et justement, pour éviter les maladies intrinsèques de la croyance ou de la foi, qui sont le sectarisme, qui sont le fanatisme, et qui elles-mêmes sont liées à des structures de pensée que nous avons chacun plus ou moins contrôlées ou non contrôlées. Par exemple, le réductionnisme, c'est-à-dire la façon de réduire un ensemble complexe qui a des traits absolument contradictoires à un seul trait.
négatif quand on veut le combattre, ou positif. Ah, voilà l'islam, voilà l'Occident, voilà l'Amérique, voilà... Donc, or que, dans le fond, ce sont des ensembles où il y a des choses beaucoup plus mélangées, beaucoup plus difficiles à concevoir. Alors, le réductionnisme, le manichéisme, c'est-à-dire... Et on voit très bien que quand il y a un manichéisme qui se développe contre un camp, le camp devient lui-même manichéen contre l'autre. Et c'est ce qui s'est développé après les attentats de Manhattan. C'est effectivement, nous voyons, bon, l'un... Et puis, bon, on peut dire, ah oui, mais les uns sont enragés, sont furieux, ce sont des tueurs. Oui, mais enfin, d'accord, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'on fait par des drones ou des missiles, on tue indistinctement des populations civiles sans les voir, qu'on est vraiment dans l'humanité face à l'inhumanité. Donc, si vous voulez, le manichéisme se propage de lui-même entre les ennemis, et j'ajouterais ce que moi je appelle idéalisme, c'est-à-dire, finalement, on prend l'idée du réel que l'on a pour le réel. Il y a une sorte d'écran. Et moi, ça m'a beaucoup fasciné, d'abord parce que par rapport à des camarades qui étaient dans la même partie que moi, qui étaient des vrais hallucinés, mais moi j'ai connu aussi des amis qui ont été passés par les Brigades Rouges, ou même la bande à Manoff, et qui, une fois déconvertis, une fois redevenaient, c'est-à-dire sur Terre. Bon, avec peut-être un peu trop de prosaïsme, mais ils avaient perdu ce côté halluciné. Donc, moi, je crois que, donc, si on peut voir, je ne peux qu'adhérer à cette idée qu'on ne peut pas vivre sans croyance, on ne peut pas vivre sans, j'ajouterais, sans ferveur, on ne peut pas vivre sans foi, on ne peut pas vivre sans amour. La question de savoir où est-ce qu'on met sa foi, et la question c'est de savoir si on est capable de pouvoir entretenir en soi quand même le doute sans se laisser submerger par le doute. Alors, cela étant dit, j'arrive au dernier point, c'est que ce qui favorise la foi, la ferveur, c'est évidemment le vide moral, le vide intellectuel. Et là maintenant, je prends un exemple français, mais dans l'histoire de la pensée française, bon, c'est pas directement lié à la politique, mais ça va venir. À la fin du 19e et début du 20e siècle, au moment où régnait le scepticisme et la rationalité, le Renan, à l'école normale, c'était Lucien R, c'était vraiment le triomphe de la raison, de la rationalité républicaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Le petit-fils de Renan, qui s'appelle Psicari, s'est converti au catholicisme. Péguy, pur produit de l'école normale, s'est converti au catholicisme. Paul Claudel s'est converti. Et ces conversions, du reste, ont été suivies seulement après les années 30 par des conversions au communisme. Et du reste, Éluard, qui était devenu communiste, nous a dit « Ah, s'il n'y avait pas le parti, je n'aurais plus qu'à ouvrir le robinet à gaz. » C'est-à-dire, la foi est une issue au vide, au nihilisme, au désespoir. C'est pour ça, quand on dit que ces jeunes laïcistes sont nihilistes, c'est non, ils sont sortis de désespoir, ils croient en quelque chose. Ils croient, ils ont l'absolu de la foi. Mais alors cet absolu lui-même, il mérite par nous d'être critiqué, puisque nous sommes de ceux qui savent qu'il faut faire l'exercice du doute dans la foi. Alors voilà, nous sommes, il y a ça, et ce que je veux dire, c'est que à l'époque, pour ces intellectuels, c'était le vide d'une sorte de rationalité plate qui, dans le fond, les amenait à chercher la poésie de la religion. Et vous savez, dans l'ex-Union soviétique, beaucoup de jeunes se sont devenus religieux orthodoxes
parce que le marxisme qu'on leur enseignait était une sorte de catéchisme, d'une platitude, d'une prosaïté absolument vraie, par besoin de poésie. Nous avons besoin de poésie. Et dans le fond, ceux qui font l'aventure de la révolution ou du djihad, ils ont ce besoin de poésie. Pourquoi? Parce que ici, bien sûr, nous le satisfaisons dans nos relations privées, dans nos amours, dans nos fraternités, dans nos camaraderies. Heureusement, nous nous débrouillons, pour ne pas dire nous nous démerdons, nous nous débrouillons pour avoir un peu de qualité poétique dans nos vies. Mais dans le fond, dans cette civilisation, quoi, c'est le calcul de tout, du PIB, de la croissance, de tout ça. C'est l'intérêt, c'est le fric, c'est tout ça. C'est le vide, c'est... Et on dit, voilà, la consommation, il y a le salut par la consommation. Donc, on comprend qu'à l'âge adolescent, c'est-à-dire à l'âge à la fois de l'aspiration et de la révolte, ce qu'a très bien traduit Rimbaud, parce que l'adolescence, c'est ça, l'aspiration à une autre vie et la révolte contre des conditions plates ou médiocres de vie, eh bien, on comprend très bien qu'après, ça conduise vers des déviations, des délires et des folies. Alors là, bien sûr, on ne peut plus justifier ces délires et ces folies, au contraire, nous sommes obligés de les combattre, mais il faut voir dans quelle situation nous sommes. Et alors, le problème, je me suis un peu plus long, je m'excuse Régis, parce que la dernière idée me vient. Moi, je crois qu'on peut sortir de cette emprise du vide de deux façons, par deux croyances ou deux espérances. L'une, c'est parce que je constate qu'en France, comme ailleurs, mais nous sommes en France, il y a des forces vives, multiples, dispersées, qui font de l'écologie dans le sens de l'agroécologie, qui font des écoquartiers, l'économie sociale et solidaire, des manifestations de solidarité, de fraternité. Il y a un grouillement d'initiatives pour une autre civilisation, une autre vie. Et donc, c'est une poussée d'espérance qui est là, qui est très dispersée, mais qui nous dit quelque chose peut-être, en s'organisant, sortir de ça. Et la deuxième chose, et ce que je disais tout à l'heure à Régis en aparté, c'est que nous devons, enfin je dis nous devons, c'est mon sentiment, sentir qu'aujourd'hui, l'humanisme, c'est pas seulement se dire nous devons respecter tout être humain, quelle que soit son origine, son ethnie, sa croyance, il a la même valeur, nous devons reconnaître autrui. C'est le principe de la reconnaissance de l'autre qui est fondamental. Mais l'humanisme, ce n'est pas que cela. L'humanisme, c'est aussi, nous faisons partie de l'humanité. Et dire nous faisons partie de l'humanité, c'est une platitude. Oui, on fait tous partie de l'espèce humaine, mais on est très divers individuellement et culturellement. Non, c'est pas ça que je pense. Je pense nous faisons partie de l'aventure de l'espèce humaine. Or, cette aventure qui a commencé à la préhistoire, qui a pris des étapes étonnantes, qui a connu des désastres sans nombre avec l'effondrement de tant d'empires, cette aventure continue dans la mondialisation. Elle est extrêmement périlleuse, mais cette mondialisation a créé une communauté de destin pour tous les humains de toutes les parties de la planète, qui ont les mêmes problèmes et les mêmes périls. Le péril, c'est quoi? C'est la dégradation de la biosphère, de la planète Terre. Le péril, c'est quoi? C'est la multiplication des armes nucléaires. Le péril, c'est quoi? C'est une économie dont on sait qu'elle est dérégulée et qu'elle sera de plus en plus dérégulée, à voir les articles que je lis d'économistes éminents. Le péril, c'est les croissances des fanatismes multiples qui s'entrechoquent et s'entrefavorisent et qui ont en ce moment une terre d'élection, notamment en Syrie. Donc, nous sommes tous menacés par une aventure qui risque d'entraîner vers la catastrophe. Et nous savons que dans cette aventure, il y a des promesses, il y a des possibilités, il y a des choses étonnantes et merveilleuses qui sont produites. C'est-à-dire, nous voyons que dans tous les domaines,
par exemple, il était certain que le fait qu'on vive dans une culture qui a des échanges planétaires fait que nous pouvons prendre des cultures asiatiques, des leçons d'équilibre personnel, d'harmonie avec soi-même, de bonnes relations avec autrui, de méditation, de vie intérieure. Et donc il y a tellement de possibilités de nous améliorer, d'améliorer nos propres vies et d'améliorer nos relations avec autrui. Et l'aventure humaine est capable d'inventer des choses que nous n'imaginons pas. Donc pour moi, il y a ça qui pour moi a un aspect de romantisme, de folie, à laquelle je participe, d'aventure, et je pense que si nous avons ce sens-là, nous échappons à la platitude et au désespoir. Eh bien, je me rallie, j'adhère, je crois dans la conclusion d'Edgar Morin, ou plutôt celle qu'il a donnée en introduction. C'est un homme sage, et nous savons que la sagesse est un équilibre, et donc il a dit, la raison sans passion, ça ne marche pas, effectivement, c'est de l'impuissance, et la passion sans raison, ça marche trop bien, c'est-à-dire c'est de la divagation, et c'est mortifère. Donc, bien sûr, il faut trouver le juste équilibre qu'on aimerait, qu'on a cru, qu'on a pu même trouver en Occident, entre ce qu'il appelle le « je » et le « nous ». On peut même dire que la définition de l'Occident, c'est la primauté du « moi-je » sur le « nous ». Mais le défaut de l'Occident aujourd'hui, c'est la perte du « nous ». Alors qu'il y a d'autres contrées dans le monde où le « nous » écrase le « je », c'est-à-dire où il y a trop de « nous » et pas assez de « je ». D'accord ? Donc nous sommes bien dans l'équilibre nécessaire entre la foi qui fait la ferveur et le doute qui fait le garde-fou. Alors il a parlé du fanatisme. Le fanatisme, on peut dire que c'est la passion sans raison, c'est-à-dire l'excès de ferveur. Je voudrais juste pointer une idée qui n'est pas seulement analytique, mais historique. Le fanatisme est lié à l'idée de vérité dans le domaine de la croyance. Les religions antiques ou les religions orientales, on peut les dire exemples de fanatisme. Pourquoi ? Parce qu'elles ne confondent pas l'objet de croyance avec la vérité révélée. C'est-à-dire qu'avec le monothéisme est venue cette terrible rencontre entre l'idée grecque de vérité et l'idée, disons, hébraïque de croyance, c'est-à-dire de rituel, de cérémonial, etc. Et comme chacun sait, et comme l'a dit regrettablement Simone de Beauvoir, la vérité est une et la croyance est multiple. Elle ajoutait, il n'est pas étonnant que la droite professe le pluralisme. On peut trouver ça un peu sectaire, voire même un peu comique. Mais quand on croit dans la vérité objective et absolue de ce qu'on professe comme foi, on rentre dans un rapport pouvant conduire au fanatisme, puisque la vérité doit éradiquer l'erreur. Donc ça, je pense que c'est un point qu'il faut mentionner en passant, et qui serait plutôt, je dirais, non pas une objection, parce que le monothéisme a eu d'autres mérites, mais enfin, il a eu ce terrible défaut de pouvoir s'appeler la vraie religion du vrai Dieu. Vera religio veri Dei. À partir de là, les bûchers sont possibles. Alors, c'est vrai que la croyance est une notion confuse, et il y a des dégradés dans la croyance, de même qu'il y a un dégradé entre le politique et le religieux. Il y a un dégradé parce qu'il y a plusieurs régimes de croyance. Il y a la croyance empirique, je crois qu'il va pleuvoir. Bon. Il y a une croyance intellectuelle, je crois au Big Bang. Bon, c'est une croyance
théorie. Et puis il y a une croyance spirituelle et morale. Je crois en toi, je crois en Dieu, je crois en vous. Très important ça, parce qu'il ne faut pas confondre une légère supposition, je crois qu'il va pleuvoir, une conviction bien ancrée et une foi à forte valeur émotionnelle. D'ailleurs, si vous terminez une lettre en disant « Veuillez croire à mes sentiments bien respectueux », c'est une politesse. Mais si vous écrivez « Veuillez croire en mes sentiments respectueux », ça veut dire que vous pouvez compter sur moi. C'est-à-dire, je me donne à quelque chose. Je fais confiance. Et donc là, il y a quelque chose de, me semble-t-il, de très important. Disons, il y a des degrés. Et il faut pouvoir passer d'un degré à un autre et ne pas confondre la confiance, la fidélité, la foi, etc. Donc, je dis ça parce que le mot croyance est vraiment un peu trop, parfois, confusionnel. Il faut voir un peu la structure de la phrase, je dirais. Alors maintenant, j'en reviens toujours à cette idée de base. Croire que le ravin n'est pas si grand qu'il n'est, ça permet de le traverser plus facilement. Nous sommes d'accord ? C'est-à-dire que c'est la croyance qui crée le courage, le risque, l'engagement, c'est-à-dire la participation au destin collectif tout de même. Bon. Le sage n'y participe pas. Enfin, Edgar a été militant, il a participé, maintenant il participe de loin, c'est un sage. Il a fait les deux, bravo. Mais c'est rare. Et donc, il faut bien revenir effectivement, pour répondre à la question « que faire ?» Que peut-on oser aujourd'hui? Il faut bien se poser la question « qui croire ?» ou « croire en quoi ?» La question est d'autant plus urgente que nous vivons un terrible vide symbolique, avec notre économisme délirant, pour le coup. L'économisme, d'ailleurs, qui repose également sur une croyance, à savoir que c'est la croissance du PNB qui résolvera les problèmes de l'être ensemble, comme on dit. Non. Disons que le vide symbolique, c'est l'absence de quelque chose susceptible de nous unir, parce que seul ce qui nous dépasse peut nous unir. Et quand plus rien ne dépasse, eh ben, c'est chacun pour soi, comme dans un naufrage. Et donc on peut dire qu'il y a une crise du transcendant. Et quand je dis transcendant, ça peut être aussi bien une crise de l'avenir. Edgar l'a souvent commenté, n'est-ce pas? Disons que le futur n'est plus objet de croyance, et la validité ou l'exemplarité du passé non plus. Donc nous sommes dans le présent pur, et le présent pur, c'est la désespérance, ou en tout cas l'émiettement, la dissémination à l'intérieur d'une société. Oui, comme dit Edgar, les forces vives, elles existent, mais elles sont éparpillées. Elles sont éparpillées, donc elles sont impuissantes. La question est de savoir, de les regrouper. Comment les rassembler? Alors c'est vrai que devant le danger, et je pense, Edgar pense évidemment au danger écologique, au danger de la destruction de la planète, devant le danger, on peut, il est vrai, avoir le sentiment d'une communauté de destin. C'est important la communauté, d'ailleurs, une communauté c'est toujours une communauté de croyance. Et c'est vrai qu'avoir un danger ou un ennemi, c'est très utile. C'est l'utilité irremplaçable de l'ennemi, si vous voulez. Vraiment, un ennemi, quand on en a, il faut le garder. Il faut le garder. Quand on le perd, voyez l'Europe. Tant qu'elle avait un ennemi, c'était Staline, ça marchait très bien. L'URSS, puis tout d'un coup, il n'y a plus d'ennemis. Bout, chacun pour soi, l'Europe fout le camp. D'accord? Et il est possible, effectivement, que la sauvegarde d'une planète en péril, d'une viabilité
de l'espèce humaine en péril peut produire quelque chose qui nous rassemble et qui donne un sens à nos diverses activités ou agitations, à condition qu'on se rappelle que tout ce qui fait science ne fait pas sens. Voilà. C'est comme ça que je pourrais enchaîner sur ce que vient de dire Edgar. Bien, nous sommes à 5 minutes de la fin de cette première partie, puisqu'après on va donner la parole au public. Et il y a dans vos deux pensées quelque chose d'hegelien. Le nom n'a pas été prononcé jusqu'à présent. À chaque fois, il y a l'idée de dialectique. Chez Régis Debray, vous citez, finalement, il y a quelque chose qui est souvent sous-jacent, voire explicite dans ce que vous écrivez. Vous faites référence à Joachim de Flore et à une pensée ternaire avec la succession des temps. On vous a connu raisonnant ainsi sur la succession de la logosphère, de la graphosphère et maintenant de la vidéosphère. Vous avez beaucoup pensé et écrit sur le fait que cette situation que vous décrivez maintenant, elle est aussi conditionnée par les tuyaux, par les formes, et elle débouche aussi sur un certain nombre d'éléments que vous avez mentionnés. Chez Edgar Morin, l'importance de Hegel est considérable, il le dit dans plusieurs livres, par exemple Mes philosophes, assez récemment, et toujours avec cette pensée dialectique qui amène souvent à une sorte de troisième temps. Alors d'une certaine façon, et vous l'avez un peu dit tous les deux, ce troisième temps, nous y sommes. Et ce troisième temps, vous avez commencé à esquisser ce qu'il peut être. On a entendu Edgar Morin dire qu'il y avait deux pistes aujourd'hui, notamment autour justement de cet avenir de l'aventure humaine sur la planète. On vient d'entendre Régis Debray, d'une certaine façon, je trouve un peu plus optimiste que dans son livre, je trouve, puisque le livre est quand même finalement une sortie de l'histoire, mais sur une musique du chant du désespoir quand même, hein, parce que donc c'est pas la sortie de l'histoire hegelienne ou encore moins marxiste, c'est une sortie de l'histoire comme on sort de route d'une certaine façon. Et donc, puisque nous y sommes, vous avez déjà commencé à le faire, je suis sûr que le public va vous poser aussi des questions dans ce sens, mais comment, puisque la science ne fait pas forcément sens, puisque lutter contre un ennemi est en train de changer de forme, puisque si c'est pour sauvegarder la planète, cet ennemi n'est plus un individu ou même un groupe, c'est un autre chose, c'est un ennemi d'une certaine façon abstrait. Donc ce nouveau temps, comment est-ce qu'il peut nous permettre de renouer avec une ferveur dénuée de fanatisme? Bon, moi je crois que l'ennemi, évidemment, est à l'intérieur de nous-mêmes. Je veux dire qu'on a... Le problème, c'est qu'avant, on déterminait des ennemis extérieurs, et même encore aujourd'hui, on cherche l'ennemi dans l'étranger, dans l'immigrant, etc. Donc, il faut prendre conscience que l'ennemi est intérieur. Une fois qu'on voit l'humanité comme à la fois une aventure, en même temps que sa force de création. Et c'est ça qui a caractérisé l'histoire du passé et qui, d'une façon nouvelle, va caractériser l'avenir. Et les forces, disons, de destruction, aujourd'hui, sont matériellement beaucoup plus grandes qu'elles n'ont jamais été, avec, évidemment, le nucléaire, les armes biologiques, les toxiques, enfin tout ça, les possibilités de nous détruire, sont innombrables. Nous sommes nous-mêmes, l'humanité, c'est une sorte de kamikaze avec sa ceinture d'explosifs qui court vers sa perte. Mais on peut dire qu'est-ce qui peut... on peut toujours être sauvé au bord de l'abîme parce que la conscience regardez pour l'écologie, le message que la Terre était menacée de dégradation a été lancé en 1970, à peu près 60. Ce message a mis très longtemps à pénétrer et dans le fond, il s'est coupé en petits morceaux, la biodiversité, etc. Je crois qu'il a fallu quelques catastrophes comme Tchernobyl pour le ranimer, et puis cette crainte de réchauffement climatique qui a conduit
quelque chose de symbolique, qui aura peut-être quelques effets, mais enfin, qui est très très peu par rapport à ce qui est nécessaire. Mais parce que on ne voit pas immédiatement le péril, parce qu'on vit trop au jour le jour, parce qu'on est figé sur le présent, et que peut-être qu'il faut aller au bord de l'abîme pour vraiment qu'il y ait le grand sursaut. Peut-être, ou peut-être pas. Hein, parce que pour moi, la croyance signifie aussi le risque d'échec. Dans le fond, c'est ça aussi que je mets dans ma croyance et dans mon foi, c'est qu'elle peut échouer. Un dernier mot, tout ça me fait penser à cette pièce de l'écrivain romantique hongrois Marbach du XIXe siècle. Ça s'appelle La tragédie de l'homme. Ça commence au paradis, Adam et Ève sont très contents, et puis Ève mange la pomme, ils sont chassés. Et puis ça continue avec différents actes. Il y a Cléopâtre et Antoine qui sont heureux, etc. Puis ça finit. Nous voyons toujours des épisodes qui commencent très bien, et chaque épisode historique se termine très mal, que ce soit la chute de l'Empire romain, etc. Et le dernier épisode se situe, alors l'auteur a écrit en 1800 et quelques, ça se situe en 2800, il imagine que le soleil s'est refroidi, que la terre est glacée, et il ne reste plus qu'un couple d'Esquimaux dans une sorte de hutte, et complètement, ils ont perdu l'espoir, ils sont absolument hagards. Mais elle, qui est enceinte, à un moment donné, elle accouche, l'enfant pousse un premier cri, et le visage des deux Esquimaux s'illumine, l'espoir est revenu. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Oui, puisque vous avez parlé de Hegel, cher Jean-Michel Blanquer, effectivement, thèse, antithèse, synthèse, mais je me souviens que la synthèse est toujours gouvernementale. Et donc, je ne suis pas le gouvernement, mais je vais tout de même avancer une idée. C'est les trois temps. Bon, on a eu, à l'échelle de la nation, hein, à l'échelle de ce qu'on appelle la France encore, quoi. Bon, il y a eu le moment de la composition française, hein, telle que Mona Ozouf l'a très bien décrite, c'est-à-dire l'articulation des cultures régionales et d'une culture républicaine, n'est-ce pas? Et puis il y a eu le moment de la décomposition, celui dont Philippe Muret a très bien parlé, et on attend le moment de la recomposition. Mais on aura seulement cette recomposition quand on aura défini un objet d'espérance, une finalité commune, soit à tout un continent s'il s'agit de l'Europe, soit au monde entier s'il s'agit de l'humanité. Mais aujourd'hui, il faut tout de même avouer que cette espérance, elle me semble plutôt négative, ou je dirais préventive, puisqu'il s'agit non pas de construire un autre monde, mais d'empêcher que notre monde se défasse. Mais cette position défensive est excellente pour le rassemblement des forces. Voilà. La position défensive permet souvent une bonne mobilisation. Et on l'a un peu vu cette année, dans l'année qui vient de passer. Mais merci beaucoup à tous les deux. Nous avons donc maintenant un temps de débat avec la salle. C'est Cathy Sylvestre qui va nous permettre cela en faisant circuler le micro. Comme il nous reste un peu moins d'une demi-heure, on va sans doute grouper les questions. Évidemment, comme toujours, je demanderai qu'elles soient synthétiques et sans être gouvernementales et brèves, bien entendu. Et quelles soient des questions. Oui, bonsoir. Je vais juste reprendre votre première phrase quant à Edgar Morin, cité donc dans le livre de Monsieur Debré, que je vais lire attentivement. Monsieur Morin, je vous trouve beau aussi. Non, je t'entends. Ah. Voilà, je le dis en introduction, comme ça, et aux oreilles de tous, comme ça, parce que comme j'ai l'intention de venir vous dire un petit mot après, il n'y aura pas d'ambiguïté. Je fais l'intermédiaire.
Ah bon? On va les laisser seuls, peut-être. Oui, c'est ça. Je termine. Je souhaitais solliciter M. Debré et M. Morin sur la question du culturel. En fin de compte, vous parliez du sens tout à l'heure. De quelle manière la culture ou le culturel, ou les cultures, enfin, à partir du mot culture, on peut dire beaucoup de choses. De quelle manière la culture pourrait venir répondre à une des questions ou remplir un peu de ce vide ou dire quelque chose sur le doute, enfin voilà, la culture. De quelle manière pourrait-on, et on est à l'Institut du monde arabe, de quelle manière pourrait-on profiter, utiliser, abuser, user et abuser de la culture à bon escient. Merci beaucoup. Et donc on va regrouper avec deux autres questions. Bonsoir, merci, c'est très agréable de vous écouter. Alors j'ai deux toutes petites questions, enfin c'est peut-être des grandes questions mais qui demandent une réponse assez courte. Tout d'abord sur votre croyance en l'humanité qui n'a pas été affirmée explicitement mais qui semblait transparaître de vos propos. Selon vous, quels seraient les outils qui permettrait à cette croyance de ne pas être vaine. Et la deuxième question, moi je me trouve ici par hasard, en fait, sorti de l'exposition d'Osiris. Je veux vous contacter, Monsieur Morin, depuis 3 ans. Je suis fondateur d'un projet de création de Centre mondial d'éducation citoyenne. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez une demi-heure après cette conférence pour prendre un café ? Très bien. Et une troisième question. Merci. J'arrive de Tunis, c'est comme par hasard, comme l'autre fois, j'arrive avec une belle surprise de rencontrer Gamma et Gilles Debré, que je salue au passage. Je suis tunisien, j'habite à Tunis et la question qui me taraude aujourd'hui, comment résoudre les problèmes nés de l'excès de croyance ou de l'excès d'incroyance. La question, qu'est-ce qu'il y a à faire pour que ce combat meurtrier entre les croyants et les incroyants ne tourne au désastre? En 1945, quelqu'un disait que jusqu'à Hiroshima, l'homme se savait mortel. Après Hiroshima, toute l'humanité c'est mortel. La foi, c'est nécessaire. Voilà, c'était Pascal nous mettait en garde contre 2 excès. L'admettre que la raison ou exclure la raison. Ça a été formulé par un sociologue tunisien qui a été mon professeur à l'université. Il y a 20 ans, il a sorti un livre intitulé Quête sociologique. Abdelwahab Bourguiba, c'est quelqu'un de très profond dans sa réflexion. Il disait que la foi ne pas jamais sans l'intelligence, et l'intelligence ne durera jamais sans le support de la foi. La foi, la croyance, c'est un sujet profond. Je suis musulman, profondément croyant, mais je suis vraiment dans un sentiment ambivalent face au comportement des musulmans, des excès, des cécités politiques. Et là, c'est un autre débat que je laisse pour une autre fois. Tu veux répondre maintenant? Qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être vous pouvez répondre aux 3 et puis je... Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il arrive de Tunisie. Bon, alors, la culture, oui, mais définissons ce que c'est que la culture d'abord.
Est-ce que c'est une vitrine de grand magasin? Est-ce que c'est un concert rock? Ou est-ce que c'est une bibliothèque? Mais si on prend la culture au sens, je dirais, fondamental, à savoir la prise de conscience de la continuité de l'humanité, c'est-à-dire de son passé et de son histoire, de la solidarité entre les différents moments de l'humanité, alors oui, la culture, comme à la fois stockage d'une mémoire et usage de cette mémoire comme d'un tremplin vers l'avenir, alors oui, effectivement, la culture, et en tout cas, n'est peut-être pas une condition suffisante, mais elle est une condition absolument nécessaire. D'où l'inquiétude qu'on peut avoir devant les questions de l'éducation, dont je me garderai de parler devant vous, puisque vous les connaissez mieux que tout le monde. Alors, oui, alors vous avez parlé, quelqu'un a parlé de l'humanité. L'humanité, j'imagine, avec un grand H. Celle dont Auguste Comte disait qu'elle est faite de plus de morts que de vivants. Et ça, c'est la culture. Il faut avoir emmagasiné beaucoup de morts pour avoir envie de faire autre chose qu'eux. Mais le problème de l'humanité, c'est la mondialisation. Pourquoi est-ce un problème? Parce que la mondialisation, c'est la balkanisation. La mondialisation techno-économique produit un vide d'appartenance qui amène chaque culture à se replier sur un passé plus ou moins fantasmatique et à ériger des frontières. Je vous rappelle qu'il y avait 44 États à l'ONU en 1945, il y en a aujourd'hui 195. Et il y en aura sans doute 220 demain. Donc la mondialisation, oui, mais c'est une fragmentation du monde, c'est une fragmentation culturelle du monde, en même temps que c'est une homogénéisation technique, l'un parce que l'autre. Problème pour la prise de conscience de l'unité de l'espèce humaine, en tout cas qui peut être, je dirais, réparée, si j'ose dire, par la prise en compte d'un péril commun à tous, qui est celui de la pollution et du saccage du milieu naturel. Et enfin, monsieur, notre ami tunisien, est légitimement inquiet. Il a dit que la foi ne peut pas aller sans l'intelligence, il a tout à fait raison. Mais on pourrait commencer, en tout cas, par avoir l'intelligence de la foi. C'est-à-dire par développer l'enseignement laïque du fait religieux. Je m'excuse de prêcher pour ma petite lubie. Mais il y a cette idée absurde qui a été, je crois, lancée par notre Premier ministre. Ah oui, mais si vous expliquez, vous excusez. Non. Si je n'explique pas, je me casse la gueule. Il faut pouvoir expliquer la naissance de l'inexcusable. C'est-à-dire, il faut pouvoir comprendre de quoi est fait une foi religieuse, comment elle s'entretient, comment on peut l'encadrer, etc. Autrement dit, là, il me semble que, encore une fois, c'est la combinaison de la foi et de la raison critique qui peut être un début de réponse. Voilà. Oui. Bon, alors, bon, pour la culture, c'est dommage que ce sujet soit aussi vaste parce que, bon, je veux dire un premier mot. Aujourd'hui, la culture elle est décomposée, c'est-à-dire il y a une scission très grande entre ce qu'on peut appeler la culture des humanités, ce qu'on appelle en gros la culture, et la culture scientifique. Il y a très peu de communication, ce qui fait que la culture des humanités n'arrive pas à intégrer les connaissances fondamentales qu'apporte la science, et les sciences trop spécialisées n'arrivent pas à se penser elles-mêmes, à penser ce qu'elles font, et à trouver la réflexivité qui est le propre de la culture des humanités. Donc il y a un problème de crise de la culture, sans parler de la culture des médias, etc. Non, je vais arriver au point, disons, de ce qu'on peut appeler la culture des humanités, la culture générale. Deux choses. Tout d'abord, elle nous donne de la compréhension humaine. C'est-à-dire aussi bien quand je lis Proust, quand je lis Balzac, quand je lis Dostoïevski, je comprends
des êtres que sinon je ne comprendrais pas, dans leur différence, dans leur diversité, dans leur vie, etc. Il y a un processus qui n'est pas seulement d'empathie pour les personnages, mais qui en même temps un problème d'intelligence. On sent à la fois leurs différences et notre commune humanité. Et en plus, la culture, par les belles œuvres littéraires, de peinture, de musique, etc., nous donne une émotion qu'on peut appeler poétique, c'est-à-dire on est dans un état second, un état d'admiration, d'émerveillement, de participation. Et pour moi, cet état second, que j'appelle l'état poétique, et qui s'oppose à l'état prosaïque, des choses banales qui ne nous intéressent pas, qu'on est obligé de faire, cet état poétique que nous vivons aussi dans l'amour, dans la communion, même dans un stade de football, mais que nous donnent à leur façon particulière et parfois au sublime certaines œuvres de musique, de peinture, de littérature, de poésie. Alors donc, c'est ça qui est. Mais seulement le malheur, c'est que par exemple, on est au cinéma, on est on voit des vagabonds, comme Charles Chaplin, on voit des emprisonnés, des prisonniers qui ont fait des délits, on voit le parrain, qui est un criminel, mais en même temps, on voit que c'est un être humain complexe, on voit que ces vagabonds sont des êtres humains comme nous, on voit. Donc, si vous voulez, on est meilleur, on est plus intelligent. Et le drame, c'est que quand nous quittons la salle, ou quand nous quittons le roman, on recommence à mépriser le vagabond, à mépriser l'étranger, à penser que le criminel est un salaud, etc. C'est-à-dire, on perd toute la complexité qu'on a gagnée et dans la belle émotion de l'admiration et Donc, la culture, c'est très ambigu. D'abord, vous savez, si on avait donné le pouvoir politique aux philosophes, ça aurait été encore plus catastrophique aux politiciens. Donc, il vaut mieux penser que... Parce que les philosophes vivent dans un monde d'idées. Enfin, si Jean-Paul Sartre avait eu le pouvoir, j'aurais été extrêmement inquiet. Passons. Alors, ça c'est pour la culture. Maintenant, ce que je crois, c'est que ce que je demande, c'est aux croyants d'une religion ou d'une foi politique de respecter la possibilité qu'on puisse ne pas croire ce qu'il croit lui. Autrement dit, de comprendre, par exemple pour la religion, que l'impie n'est pas un être possédé par le démon, mais un type qui n'arrive pas à croire. Et que de tout ceci vaut pour toutes les ferveurs, pour toutes les foi et pour toutes les croyances. Disons, respecter l'incrédulité parce qu'on croit en une chose, mais aussi on ne croit pas en l'autre chose. Et bon, alors en ce qui concerne le dernier point, il y a eu un processus paradoxal, disons, l'aventure qu'on peut appeler la mondialisation. Elle commence avec la conquête des Amériques, avec la navigation autour du globe, avec l'expansion des puissances européennes de l'an colonial, etc. Or, au cours du XIXe siècle et du XXe, il y a eu la mondialisation de la nation. Parce que la nation est une invention européenne, Espagne, France, Angleterre, c'est-à-dire, c'est pas l'Empire et c'est pas la cité. C'est un ensemble qui est beaucoup plus intégrateur que l'Empire, parce que l'Empire n'arrive pas à intégrer les populations qui sont trop hétérogènes, et qui est beaucoup plus important que la cité qui est très restreinte. La nation, donc, c'est une invention historique et qui s'est répandue d'abord en Europe, et puis qui s'est répandue, qui s'est mondialisée. Vous avez des petites îles du Pacifique aujourd'hui qui sont des nations, etc. Et une fois que la nation existe, elle prend une force profonde dans l'âme et dans l'esprit des personnes, parce qu'elle a une substance
maternelle et paternelle. D'ailleurs, on dit la mère patrie, l'amour pour la patrie. Et le mot patrie commence en paternel et finit en féminin, c'est-à-dire il a les deux sexes, l'autorité de la patrie paternelle qu'on respecte, et puis l'amour. Donc, si vous voulez, la nation correspond à des réalités affectives très profondes, parce que ce sont nos réalités affectives premières que nous avons au sein de la famille. Et du reste, quand il y a la guerre, on se sent frère des autres membres, c'est-à-dire il y a ce rapprochement fraternel qui se pose. Et alors donc, au moment où la nation s'épanouit en des myriades de petites nations, de nations diverses, nous voyons au contraire que la planète requiert un minimum de ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance, de régulation, d'orientation. Je ne dis même pas de gouvernement, non, mais quelque chose qui soit évidemment beaucoup plus que ce que sont les Nations Unies aujourd'hui. Alors, il nous faut vivre dans ceci, c'est-à-dire respecter les nations et les patries, je pense que c'est capital, mais ne pas vouloir qu'elles soient dans l'absolutisme. Nous voulons qu'elles comprennent que ce qui concerne les intérêts communs puisse être délégué à des instances communes, collectives. C'est ce qu'aurait dû être l'Europe, que finalement, malheureusement, n'a pas été. C'est ce qui s'essaye un petit peu en Amérique latine, mais de façon timide. C'est ce qui aurait dû arriver pour les pays du Maghreb, évidemment, et vous savez que ça n'a pas lieu. Mais dans le fond, on voit très bien que c'est une nécessité de regroupements multiples, et peut-être d'arriver à que ces regroupements eux-mêmes finissent par collaborer. On est très loin. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est un des périls que court l'humanité. Donc, moi je crois qu'il faut, là aussi c'est une dialectique, qui nous demande de vouloir mondialiser dans le sens que tout ce qui est communication, culture, échange, fécond pour les uns et pour les autres, mais qu'il faut démondialiser si la mondialisation porte atteinte à la vie des territoires, c'est-à-dire à leur vie pas seulement économique, mais à la désertification, c'est-à-dire à la mort de territoire. Il faut savoir défendre les patries et les nations. Donc tout ça est toujours aventureux, toujours risqué, c'est comme la dialectique raison-passion. Il y a toujours ces deux intérêts contradictoires. Il faut savoir à chaque fois choisir ce qui est le plus important à faire. Mais de toute façon, voilà à quoi nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à penser de façon complexe l'avenir de nous autres pauvres humains. Merci beaucoup. Il nous reste 7-8 minutes. Et donc on va faire un petit groupe de 3 rapides questions, et ce qui va permettre à Régis Debray et à Edgar Morin de conclure. Moi, je voudrais vous demander, j'étais sensible à cette question d'espoir que vous avez mis en avant, mais j'aimerais vous entendre sur... vous avez bien diagnostiqué les périls, mais qu'est-ce que vous voyez du côté des forces humaines, sociales, qui pourraient porter aujourd'hui cet espoir? Par exemple, vous venez de désigner ce que vous appelez la gouvernance au niveau international sur les intérêts communs de la planète, mais quels sont aujourd'hui, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait donner espoir sur des forces humaines, sociales? Parce qu'il y a déjà des mouvements, vous avez parlé je ne vais pas aller trop loin, mais des tas de petits collectifs dispersés. Qu'est-ce qui pourrait unir ces forces-là? Merci. Quelles sont les forces qui pourraient porter de l'espoir dans le futur? Quelles sont les forces sociales, les groupes? Allô? Oui, bonsoir. J'aurais voulu parler d'un domaine particulier dans lequel il y a une croyance qui prédomine maintenant, c'est le domaine économique. Puisque dans le domaine économique, ce qui prédomine, c'est la croyance dans le libéralisme, dans le libre jeu des marchés. Et là, c'est une croyance dominante
qui quelque part peut-être remplace le manque de croyance, et dû au fait qu'il y a un manque de croyance dans des idées, etc. L'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin de croyances transcendantes, c'est que le libre jeu des marchés suffit finalement à, par exemple, réguler une économie. Donc je voulais savoir ce que vous parliez de, ce que vous pensez de la croyance en matière économique, en fait. Et une troisième et dernière question. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur peut-être une notion particulière sur la complexité justement des croyances aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est confronté aussi à la notion d'échelle. Aujourd'hui, toutes les croyances ont vocation à être partagées avec le maximum de personnes. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des croyances qui sont superposées les unes aux autres. Donc aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver des territoires qui peuvent contenir comme une croyance et forcément un projet commun. Donc effectivement, on a cité la notion, d'où la création on est passé de la cité à l'empire, à la nation. Mais aujourd'hui, la nation n'arrive plus à contenir une croyance commune et forcément un projet commun en raison de cette superposition des différentes croyances qu'on peut retrouver ici aussi. Voilà. Merci. Écoutez, si je remonte de la dernière à la première question, le projet national se porte bien partout ailleurs, sauf en Europe. Vous allez en Chine, vous trouverez un fort patriotisme chinois. Vous allez en Inde, vous trouverez un projet commun, du moins au monde hindou. Mais vous avez raison de dire qu'il y a non seulement superposition, mais aujourd'hui friction, antagonisme entre diverses communautés de croyances. Cet antagonisme ne peut que croître en même temps que les déplacements de population, puisque, je ne vais pas rentrer dans ce... Mais le problème du fondamentalisme, c'est une maladie de peau, si vous voulez. C'est l'irritation d'un contact répété, et donc le déclenchement d'un réflexe immunitaire. Et donc c'est pourquoi ça va croître. Le fanatisme, les guerres civiles vont se développer, bien sûr, vous êtes d'accord. En raison même de ce mixage, qui crée beaucoup d'intolérance et d'incompatibilité et de repli identitaire, voire d'insurrection identitaire. Et comme l'identité se définit par rapport à l'autre, et qu'il y a de plus en plus d'autres, il y aura de plus en plus d'insurrection identitaire. C'est là qu'intervient quelque chose qui peut tout de même répondre à votre question, qui s'appelle la laïcité, c'est-à-dire l'idée qu'une existence est possible indépendante des convictions ou des origines de chacun. Et c'est pourquoi j'apporterai une toute petite nuance à ce que vient de dire Edgar sur la nation. Il faut distinguer la nation ethnique, la nation fondée sur une communauté d'origine ou de croyance, et la nation civique, la nation fondée sur une égalité de tous devant la loi qu'un peuple souverain se donne. Autrement dit, où la nationalité n'est pas fonction d'une généalogie ou d'une appartenance confessionnelle. C'est tout de même la nation républicaine, c'est tout de même mettre de l'universel dans le particulier, si vous voulez. Hein, bon. Et je pense que la laïcité, aujourd'hui, est un combat qui vaut la peine. Tant qu'on n'en fait pas un moyen d'exclusion et non d'inclusion, tant qu'on n'en fait pas une machine de guerre et non un moyen de concorde. Hein, il faut aussi se méfier de ce mot. Alors l'économisme, c'est la tragédie de notre époque, parce que l'économisme, outre que c'est une bévue, c'est fondamentalement un atomisme. C'est-à-dire que l'économie, c'est la concurrence, c'est le chacun pour soi. L'économie, c'est le chacun pour soi, soit d'un individu consommateur, soit d'une entreprise, soit d'une association. Donc l'économisme, c'est vraiment la renonciation au symbolique, la renonciation à la convergence pour instaurer la compétition et
l'égotisme individuel ou l'égotisme collectif. Et je crois que c'est la grande erreur de calcul de la France et je dirais, de l'Europe contemporaine. L'Europe contemporaine a cru qu'on pouvait faire de la politique à partir de l'économie. Absurde. C'est pas la même chose. Elle a cru qu'en faisant un marché commun, on allait créer un projet commun, une mémoire commune, ou qu'en faisant une monnaie commune, on pouvait créer une culture commune, c'est-à-dire une identité partagée, c'est-à-dire un imaginaire partagé. Bon, ça, c'est évidemment fini, mais ça a duré 30 ans. Il y a encore des gens qui y croient, d'ailleurs. Enfin bon, je ne sais pas comment ils font. Alors, qu'est-ce qui peut unir? Je laisse cette question à Edgar, qui est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus jeune en un mot, et beaucoup plus confiant que je ne le suis. Bon, tout d'abord, vous savez, il y avait un moment où on a cru qu'il y avait telle classe qui portait l'avenir plus que les autres, comme on a cru la classe ouvrière, le prolétariat, ou bien on peut croire qu'il y a un peuple élu qui peut être le guide des autres nations, etc. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à cette formule qui est celle de l'Évangile, les hommes et les femmes de bonne volonté, d'où qu'ils viennent, de quelque ethnie, classe sociale, âge, sexe, c'est ça. Or, c'est vrai que dans toute population, il y a eu toujours une proportion de gens qui donnent les militants, qui ont besoin de se dévouer pour les autres, peut-être 10%, je ne veux pas faire de statistiques, mais je pense que c'est toujours cette minorité qui a le souci d'autrui, qui peut venir, je répète, de partout, et c'est elle qui peut justement porter l'espoir. Et pour moi, je ne suis pas aussi confiant que tu le dis, je veux dire que simplement, ma philosophie est que je crois que le cours des choses probables va vers des catastrophes. Qu'est-ce que c'est que la probabilité? C'est ce qui, pour des gens dans un lieu donné, avec les bonnes connaissances, ils voient les courants qui traversent le présent et qui vont vers le futur. C'est ça le probable. Mais on a vu souvent dans l'histoire bifurcation et le probable ne pas arriver. Athènes aurait dû être bouffée, digérée par l'Empire perse, elle ne l'a pas été. L'Union soviétique devait être battue, Moscou devait être prise. Il s'est passé qu'il y a eu l'hiver qui a congelé l'armée allemande et qu'il y a eu le général Zhukov qui a pu faire la première contre-offensive au moment où les États-Unis entraient dans les guerres, et ce qui était probable, la victoire, le triomphe du nazisme est devenu de moins en moins probable. Et moi, je pense que c'est une formule, il faut s'attendre à l'imprévu, il faut s'attendre à l'inattendu, pour le meilleur et pour le pire. Il ne faut pas croire que les choses sont inscrites, il ne faut pas. Quand on voit aujourd'hui que tous les gens qui imaginent déjà l'élection présidentielle de l'année prochaine, comme si c'était aujourd'hui, sans penser que leurs prévisions vont être détruites par des événements nouveaux, etc. On n'a jamais, c'est terrible, on n'arrive pas à penser que l'événement peut surgir et modifier les choses. Alors donc, si vous voulez, voilà, tout n'est pas inscrit, le pire n'est pas sûr, le meilleur n'est pas sûr non plus. Voilà, on est dans l'aventure. Et je répète, j'adhère à l'aventure de l'humanité, qui était l'aventure à la fois glorieuse et lamentable, folle, insensée et belle. Voilà ce que je peux dire. Maintenant...
maintenant je reprends, d'ailleurs, je dirais à ma façon ce que dit Régis sur l'économisme. Vous savez, l'économisme, d'abord, il y a une réduction de la complexité sociale à l'économie. On croit que l'économie est la clé de tout. Le ministre Macron a même dit que le terrorisme aura sa solution économique. Bon. Alors, je crois que d'abord, il y a ce réductionnisme et ce pseudo-scientisme. Parce qu'on a dit, ah ben, c'est la fin des idéologies. Parce qu'évidemment, la fin du nazisme, du communisme, sans se rendre compte que l'économisme néolibéral est une pure idéologie et qui fait l'objet d'une foi stupide, parce qu'elle n'a pas la grandeur, exaltation des fois en une transcendance. Donc c'est quelque chose de terrible et qui règne aujourd'hui. Et que c'est une doctrine qui approuve de plus en plus son échec en Europe et ailleurs, qui continue d'être soutenue comme une sorte de vérité. Bon. Donc, si vous voulez, là aussi, il faut tenir compte d'une chose, c'est le rôle énorme de l'erreur et de l'illusion dans les affaires humaines. Moi qui ai vécu mon adolescence de 30 à 40, où j'ai vu véritablement des générations politiques somnambules, tout faire dans le fond pour précipiter la catastrophe sans s'en rendre compte, jusqu'à la catastrophe ultime de l'état-major français du général Gamelin. Et les choses sont différentes, mais je vois le somnambulisme est totalement identique. On continue à aller au jour le jour sans savoir qu'en croyant améliorer pour la croissance et tout ce que vous voulez, qu'on va vers les catastrophes. Bon, alors c'est un peu ça aussi qui aujourd'hui serait utile. Il faudrait un peu se réveiller. Et c'est pas seulement qu'on n'a pas d'espoir, mais c'est aussi qu'on n'a pas l'intelligence. On ne nous donne pas les moyens de comprendre le monde. Parce qu'à l'école, à l'université, on coupe la réalité en petits morceaux qui ne communiquent pas. Et que dans le fond, on nous éduque à réduire, on nous éduque à avoir des visions unilatérales, on nous éduque à nous enfermer. Donc, si vous voulez, on est dans une époque extrêmement difficile, et c'est ça, un peu, je crois que il faut se secouer, et c'est un peu, disons, au moins, accompagner notre volonté de croire, de faire quelque chose et d'espérer, mais en une acuité de pensée capable de saisir la complexité du réel. Si on n'a pas ça du tout, alors on s'aveuglera dans la pure croyance. Merci. Merci à vous tous et merci à Régis Debray et Edgar Morin. Merci beaucoup.